Je vais vous présenter les 10 outils principaux que j'utilise dans mon quotidien de développeur. Et comme je passe mon temps à tester de nouveau et à faire le tri entre ceux qui sont un peu gadgets et ceux qui sont vraiment utiles, je pense que je vous ai concocté une bonne petite sélection. Sélection d'outils que je vous ai rangés dans l'ordre du plus basique à ceux qui ont en effet absolument révolutionné mon workflow. Et j'ai aussi tenté de ne garder que des outils que vous retrouverez sur toutes les plateformes, donc Mac, Windows et Linux, même si moi de mon côté j'ai toujours travaillé sur un Mac. Mais comme je le dis sur TikTok, en vérité codez avec ce que vous voulez, tout le monde s'en fout. Le vrai ordinateur, il est là. On commence très simple avec Grammarly, petite extension Chrome qui va vous permettre d'écrire et de communiquer dans un anglais absolument impeccable. Vous installez l'extension et par la suite, chaque fois que vous aurez un champ de texte et que vous commencerez à écrire en anglais, l'extension vous proposera des corrections en temps réel sur ce que vous écrivez. Si vous êtes développeur, il est fort probable que vous ayez à participer à des discussions sur des GitHub par exemple, à écrire des articles Medium ou à papoter sur des sujets tech avec des Américains et des gens à travers le monde sur Twitter ou que sais-je. Avoir cette extension d'activer vous permettra d'éviter d'avoir tout de suite l'étiquette omelette du fromage collé sur le front. En tant que développeur, vous avez une chier d'accès à mémoriser sur tout un tas de sites différents. Un password manager se souviendra pour vous de toutes les URL de connexion, de tous les logins, mots de passe, de tous les double factor authentication, ça c'est trop cool. Ça sera synchronisé sur toutes vos machines et vous empêchera de choisir le même mot de passe tout pourri tout le temps. Si j'avais pas ça pour se souvenir des plus de 500 mots de passe que j'ai sur tous les sites internet du monde, je serais terrorisé au quotidien, je me sentirais trop mal et je pense que j'utiliserais le mot de passe pipi sur absolument tous les sites. Ça fait plus de 8 ans que j'utilise OnePassword et jusque-là, je l'aimais d'un amour sans barrière, sans frontières, j'étais trop fan. Jusqu'à ce que je me décide à tourner cette vidéo, on dirait, parce que la semaine dernière, ils ont fait une mise à jour qui a littéralement détruit toute l'UX de leurs produits. Je ne comprends pas, il y en a nombreux dans la tech à pas comprendre ce qu'ils ont branlé. Donc du coup, je vous le recommande pas nécessairement, je vous laisse choisir parmi Bitwarden, j'ai oublié le nom des autres, mais bon bref, je vous laisse dire dans les commentaires les meilleurs password managers du game. ChatGPT, vous vous attendiez peut-être à le voir beaucoup plus haut dans le classement, mais il n'a pas révolutionné littéralement mon workflow. C'est trop cool, c'est trop pratique, mais je peux m'en passer, on va dire. Toutefois, j'aime trop l'utiliser quand j'ai une question tech un peu complexe que j'aurais un peu de mal à formuler sur Google, mais pour le coup, que j'aurais pas de mal à décrire à ChatGPT en fait. Je décris mon contexte, je décris ma problématique, et à partir de là, j'affine petit à petit tout ce que je lui dis en fonction de ce qu'il me répond et tout, pour arriver à ce qui me donne au final la réponse que je cherchais. C'est une façon de rechercher que j'aime trop, qui me plaît plus, qui me donne de meilleurs résultats que Google dernièrement. Aussi, j'utilise ChatGPT quand je veux lancer un petit projet sur une technologie sur laquelle je suis pas très à l'aise, comme Python par exemple. Quand vous avez des oreilles belles et délicates de cet acabit, comme les miennes, il faut les choyer. Je passe des heures à travailler en écoutant des musiques sans rythme et des bruits naturels. J'ai l'air complètement malade quand je dis ça, mais c'est pas grave. Pour les musiques relaxantes sans rythme, vous commencez à me connaître maintenant, c'est direction NTS, la radio Slow Focus, et je kiffe pendant des heures. Et pour ce qui est des bruits de la nature, que ce soit des sons de pluie ou alors des moines bouddhistes qui font ça a l'air immonde fait comme ça, mais en fait c'est très relaxant. J'utilise l'application My Noise, ou alors ce site, c'est le même gars derrière tout ça, et c'est trop bien, ça me détend trop. Pour papoter avec des gens, avec mes proches ou avec des lambdas d'internet, j'ai 2 canaux de prédilection. Signal pour les proches et Discord pour tout le reste. Discord, ça va être pour rejoindre des communautés pointues, pour faire de la veille et échanger sur des sujets avec des gens qui sont super chauds dans le domaine. D'ailleurs, en France, je vous conseille énormément le Discord Coding Lab qui réunit une bonne poignée de gens déterminés dans le développement français. Maintenant, Signal. Pourquoi j'utilise Signal à la place de WhatsApp? Vous allez pas en revenir quand vous allez apprendre la vraie raison derrière tout ça. Parce que oui, vous vous attendez peut-être à ce que je vous dise « Ouais, Signal, c'est beaucoup mieux parce que c'est d'abord fait par une organisation à but non lucratif, ça encrypte tout ce que vous faites, ça n'utilise pas vos données personnelles, ce n'est pas possédé par Zuckerberg, et tous ces trucs trop cool ». Et oui, effectivement, c'est un plus génial. Mais la raison pour laquelle j'utilise Signal, la raison au-dessus de tout ce merdier, c'est que Signal, c'est beau, bordel. Et que WhatsApp, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. WhatsApp, c'est immonde. J'ai jamais vu une UI d'application aussi nulle à chier. J'ai perdu 3 points de vision dans chaque œil depuis que j'utilise cette application de merde. Je suis obligé d'avoir des lunettes maintenant. Avant, j'en portais pas du tout. Mytho. Bref, j'en peux plus. Utilisez Signal, s'il vous plaît.
IntelliJ faisait déjà partie de ma vidéo sur mes outils de productivité d'il y a déjà 2 ans. Je l'utilise depuis 10 ans et vraiment jamais il ne m'a fait faux bond et jamais j'ai pensé à aller voir ailleurs. C'est un bonheur absolu pour coder, tout simplement. Les raccourcis clavier sont ultra bien pensés, les fonctionnalités sont très bien codées, ça marche, tout simplement, ça marche, c'est là. Tu installes le logiciel, tu le lances, t'as déjà tout qui est déjà en place. Il y a de temps en temps peut-être besoin d'installer une petite extension pour faire ce que tu as envie, mais dans la majeure partie du temps, tout marche from scratch. Oui, il est gourmand en mémoire, oui, il coûte de l'argent, mais ce sont des prix que je suis largement prêt à payer par rapport à tout ce qu'il m'apporte en retour. J'ai par de nombreuses fois tenté de passer chez VS Code vu tout le bien qu'on m'en disait, mais clairement j'avais toujours l'impression de revenir à l'âge de pierre. Excusez-moi, les VS Code addicts, les VS Code fans, ne m'en voulez pas trop. Il y a 2 ans, la première fois que je vous en ai parlé, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo spéciale dédiée à IntelliJ, et vous avez été nombreux à me la demander depuis 2 ans, et je ne l'ai jamais faite, parce qu'à chaque fois que j'ai tenté de l'écrire, je galérais un petit peu, parce que c'est très compliqué de vous faire une liste exhaustive de tous les micro-trucs en fait qui améliorent votre expérience utilisateur au quotidien. C'est trop dur. Pour autant, si vous utilisez VS Code et que vous êtes bien sur VS Code, continuez, il n'y a pas de problème, ça reste un bon logiciel VS Code, c'est pas pour rien que c'est utilisé par une très grande partie des gens, mais voilà, pour moi, IntelliJ, il y a le petit truc UX en plus que je trouve pas là-bas. Essayez-le au pire, la licence étudiante est gratuite, donc essayez-le, et puis si vous kiffez pas et si vous préférez VS Code, ben grand bien vous fasse, vous n'êtes pas pour autant des renégats. Git Copilot est clairement l'un de mes outils préférés, un des derniers que j'ai adopté et un qui me plaît le plus et qui m'épargne le maximum de friction, de frustration et qui me fait gagner un temps infini. Il capte tout ce que je veux faire en avance et m'auto-suggère le code avant même que j'ai fini moi-même de le conceptualiser dans ma tête, c'est un truc de fou. Par exemple, écrire des tests unitaires avec Git Copilot, ça n'a jamais été aussi cool et facile. Autant je peux me passer de ChatGPT, autant j'aurais vraiment un somme absolu de me passer de Git Copilot. J'attends qu'une seule chose, c'est que les auto-imports d'IntelliJ fonctionnent bien avec l'autocomplétion de Git Copilot, parce que là pour l'instant, quand vous autocomplétez le code avec Git Copilot, après il faut aller réimporter à la main chaque truc auquel il fait référence et c'est un petit peu chiant, alors que IntelliJ il sait faire ça. Quand vous copiez-collez du code d'un endroit vers un autre, il importe à la volée tous les plugins dont vous avez besoin, mais ça le fait pas avec Git Copilot, je sais pas pourquoi, ça ne saurait tarder je pense. On arrive sur le podium et ça va vous sembler trop bizarre à qui je donne cette 3e place, parce que ça va vous sembler dérisoire, ridicule, vraiment pas ouf par rapport à tous les outils que je vous ai présentés jusque là, mais bordel moi, ça m'a résolu un problème que je me traînais depuis une dizaine d'années environ. Parce que ce soit en freelance ou en CDI en télétravail, une grosse partie de votre activité consiste à communiquer avec vos collègues. Et communiquer avec vos collègues, ça passe souvent par leur montrer des choses qui se passent sur votre écran. Donc ça se passe par du screen recording. Et ça, mes amis, même si vous pouvez le faire assez bien de manière native avec Windows ou avec Mac, vous avez les tools là déjà dédiés, il y avait un truc que je pouvais pas faire et qui me rendait dingolito bro. En fait, j'aime bien faire des vidéos d'une petite partie de l'écran. Ça sert à rien d'enregistrer tout l'écran si vous voulez montrer juste un petit coin de votre écran. Et bien avec les outils de Windows ou de Mac, je ne pouvais pas faire un rectangle d'un ratio de précisément 16/9. J'étais obligé de le faire un rectangle à l'œil comme ça, essayant de me rapprocher à peu près de 16/9 à la louche, et puis me démerder comme ça. Mais ça c'est trop chiant, de me retrouver avec des petites vidéos qui sont pas exactement en 16/9, c'est infernal, parce qu'après quand tu les exportes sur Twitter, c'est nul. Quand tu l'utilises dans des montages après, ben en fait t'es obligé de cropper dans le truc que t'as pris pour avoir un format 16/9, ça fait chier de ouf. Là, avec CleanShot, vous pouvez faire des screen recording d'une petite zone à un format donné. Et après vous pouvez annoter tout ça, vous pouvez faire plein de trucs trop cool. C'est vraiment un outil qui m'a fait progresser dans le game du screenshotting et du report, de tout ce que je veux montrer à mes collègues, donc c'est trop cool. Alors oui, au début de la vidéo, je vous ai dit que je vous montrerai que des outils qui sont disponibles sur Mac et sur Windows. Et CleanShot, c'est en effet un truc dispo que sur Mac. Mais j'ai fait mes petites recherches pour vous et je me suis rendu compte qu'un truc qui était très bien sur Windows aussi, c'était une application qui s'appelle Jumpshare. Vous voyez, je pense à vous tous, parce que je vous aime tous. Je vous aime, même ceux qui utilisent Bootstrap. Notion aurait dû avoir la place numéro 1 de ce classement tant ça semble être l'outil de production absolu. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet donc je vais pas trop m'étendre ici. En gros ça fait 4 ans que Notion est juste l'extension de mon cerveau et ça ne fait que s'améliorer de jour en jour. Y'a rien à ajouter à part essayez-le si ce n'est pas déjà fait. Maintenant avant de vous révéler le grand gagnant de ce classement de productivité 2023, je vais vous parler de 3 tools qui ont la mention honorable, qui auraient pu figurer à ce classement mais qui font hélas partie d'une petite niche de créateurs de contenu. Mais regardez, ça peut quand même vous inspirer et vous donner des idées. Pour les créateurs de contenu, que ce soit des blogueurs ou des youtubeurs,
Midjourney peut vous être très utile pour générer des illustrations pour habiller vos articles ou vidéos. Je l'utilise hyper souvent et au moins 1 à 2 fois par vidéo YouTube dernièrement. Ça peut aussi vous servir à générer des éléments pour vos thumbnails. En parlant de thumbnails, si vous êtes youtubeur, je vous propose bien entendu cette délicieuse extension qu'on a créée avec la communauté et le super design de Bastille UI. Preview est une extension qui vous permet de tester vos thumbnails ultra simplement sur la homepage de YouTube. Ça vous permet de voir en un coup d'œil si votre thumbnail se démarque ou si elle est nulle à chier. Switch Res X. L'écran du Mac n'est pas en 16/9. Du coup, quand vous voulez faire un live stream ou enregistrer le contenu de votre écran, il faudra que vous cropiez votre écran pour qu'il occupe bien un espace de 16/9. Ça m'a rendu fou de longues années, jusqu'à ce que je trouve Switch Res X qui me permet de switcher la résolution du Mac à 16/9 le temps de mes streams ou de mes screen recording. La place numéro 1 du podium est attribuée à Arc. C'est quoi ça? Le browser étant l'outil que vous utilisez à chaque instant, que ce soit pendant votre taf ou en dehors de votre taf, il se doit d'être absolument irréprochable. Et moi, j'utilisais Google Chrome et je n'avais absolument rien à lui reprocher depuis de longues années, donc je m'attendais vraiment pas à lui tourner le dos pour un quelconque concurrent. Mais Arc est arrivé avec le meilleur de Google Chrome, vu qu'il se base sur Chromium, le moteur de Chrome, et qu'il a en plus rajouté à ça une flopée de fonctionnalités trop bien pensées pour redéfinir intégralement l'UX d'un navigateur web aujourd'hui. C'est des gigapontes de l'UX qui ont taffé précédemment pour les plus grandes boîtes de la tech qui ont décidé de se retrouver autour du projet Arc, qui est une nouvelle façon d'utiliser un browser. Déjà, argument numéro 1, la navigation full screen sans aucune distraction. Ça rend n'importe quelle page absolument splendide et vous avez jamais une table qui clignote en haut là avec une notification Twitter ou Messenger qui vous nique tout votre focus. Quand vous êtes sur une page, vous y êtes à fond. Vous pouvez splitter votre navigateur comme le propose absolument tout logiciel de code et c'est merveilleux de retrouver cette feature ici sur le navigateur web. Je fais par exemple les code reviews de mon collègue avec le rendu en parallèle pour pouvoir mieux capter pourquoi certaines choses ont été faites de telle ou telle sorte. Fini les allers-retours entre deux tabs. Quand je lance une vidéo YouTube et que je change de tab, la vidéo se met directement en mode flottante et je peux du coup la voir dans un coin de mon écran qui me dérange pas. J'aime beaucoup trop cette feature. Quand vous avez du son qui sort d'un onglet, vous retrouvez la barre de son en bas à gauche, trop pratique. Vous pouvez naviguer par espace, ce qui vous permet de séparer le perso du pro par exemple. Enfin, et ça c'est la partie qui est la plus cool pour les développeurs, vous pouvez ajouter des boosts sur n'importe quelle page. Les boosts, ça se comporte comme des mini-extensions Chrome, et ça vous permet d'injecter hyper facilement du JavaScript ou du CSS à vos pages. J'aime trop cette feature qui me permet par exemple de masquer certaines sections de YouTube que je n'ai pas envie de voir, comme celle des shorts bien évidemment. Il y a aussi un site qui s'appelle Boost Arc qui répertorie les meilleurs boosts pour Arc, donc c'est hyper cool, et même pour apprendre, ça vous permet de voir plein de petits trucs et astuces pour enlever ou rajouter des features sur des sites avec un tout petit peu de JS ou un tout petit peu de CSS. Franchement très instructif. Enfin, pour finir cette énumération non exhaustive des nombreuses features d'Arc, vous avez les Weasel, qui vous permettent de prendre des screenshots dynamiques de certaines pages et de les rassembler ensemble sur un board de votre choix. Comme ce board d'analytique que j'ai fait et qui est constitué de screenshots de mes dashboards YouTube et TikTok qui se mettent à jour en temps réel quand je les revisite. C'est vraiment trop cool. Bref, pour l'instant, Arc est disponible que sur Mac et sur invitation, mais je ne vous ai pas menti, je ne vous présente que des outils qui sont dispo pour un peu tout, et Arc est censé arriver sur Windows courant 2023. Pour Linux par contre, j'en sais rien, désolé. J'espère que vous serez nombreux à lui donner sa chance, car moi, impossible de faire machine arrière après une semaine d'utilisation. Ça a littéralement boosté mon confort quotidien de 100% tellement toutes les features sont mieux. Et vous, quels sont vos outils préférés en 2023 ? Dites-le moi dans les commentaires. C'était Benjamin Code. Ciao, que bueno, kento, rinto.